Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un GinjiDR, rubrique jeu de rôle, mais là ce n'est pas une vidéo écho, ni une vidéo réponse, ni quelque chose en rapport avec une actualité. En fait, c'est plutôt par rapport à un livre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon approche concernant les livres de jeux de rôle, puisque je l'ai fait dans les lectures holistiques, j'ai tendance à parler des livres qui m'ont intéressé, et si un livre ne m'intéresse pas, mais que j'en parle quand même, c'est qu'il y a de bonnes choses à en tirer, ou que ce n'est pas mon expérience, mais je pense qu'il pourrait convenir à certaines personnes. Sauf que là, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai pris du temps à lire, et que j'ai trouvé mauvais. Alors le but n'est pas de défoncer le livre, c'est pour ça qu'il est dans le GinjiDR, le but c'est d'essayer d'en tirer quelque chose. Le nom du livre c'est Advanced Game Mastering Like a Fucking Boss. Alors, je vais essayer de vous simplifier le truc parce que le but n'est pas de faire une vidéo longue. En gros, c'est une vidéo où un auteur décide de parler sous couvert d'éléments politiques, de croyances ésotériques un peu, avec un côté assez égocentrique sur, oui, sa vision de monde idéal de jeu de rôle, mélangé avec son imaginaire, bref, et aussi sous couvert de regard politique aussi, il explique comment on masterise. Alors je vais vous dire un truc. Ce livre, je ne l'ai pas aimé. J'ai commencé à lire le livre sérieusement. Je crois que c'était fin septembre, début octobre 2023. J'ai fini il y a 2 mois. Je l'ai relu partiellement pour faire cette vidéo. Et laissez-moi vous dire que ce livre-là m'a fait sortir 3 grandes informations. Alors ces 3 grandes informations, elles sont plutôt importantes pour une personne qui débute, mais je pense aussi qu'il y aura beaucoup d'appréciation personnelle, ce qui veut dire que ça ne concernera que mon opinion sur certains trucs. Si vous êtes d'accord, ok, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Le premier truc que j'ai retenu de ce livre, enfin en lisant ce livre, c'est pas ce qu'enseigne le livre, c'est ce que j'en ai tiré. Déjà, si j'en ai tiré quelque chose, le premier truc dont j'en ai tiré, c'est que je considère que ce n'est pas parce que tout est politique que ça veut dire que tout doit traiter de politique. Vous comprenez la substance? euh, On va commencer déjà par les bases. C'est que le gars, sous couvert d'une explication d'un monde qu'il a pseudo-inventé, qui est pseudo-Lovecraftien, donc ça part mal, il essaie d'expliquer un petit peu avec son regard ce qu'il pense de la société par moment, et pas de manière très subtile, ni, selon moi, d'une manière assez orientée. Mais ça, on verra ça pour les prochains points. Et quand j'ai vu comment il a traité le truc, comme c'est un livre pour aider à lire le game mastering, je le trouve, lui qui se plaint d'éléments politiques ou sociétaux actuels, je trouve qu'il s'en plaint trop et que lui-même a cette attitude, ce qui est en lui-même une contradiction. Le livre, je l'ai acheté 8 euros, je l'ai eu moitié prix, je l'ai eu à 4 euros, dollars, je devrais dire dollars, c'est pas euros. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier truc auquel je pense, c'est que tout est politique et tout n'a pas besoin de traiter de politique. Le truc qui me vient en tête, c'est c'est une conversation qui revient très très souvent avec mon frère, quand on parle de Warcraft par moment, puisque Warcraft c'est un jeu qu'on connaît facilement depuis le 2, depuis que nos cousins, quand ils venaient de vacances, ils amenaient leur PC fixe, ils avaient Warcraft 2. Depuis Warcraft, en fait, on discutait longuement de Warcraft, et puis en fait, il parlait de la direction que prenait Warcraft scénaristiquement parlant. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que je pense vraiment que Warcraft, depuis World of Warcraft, n'aurait jamais dû s'appeler Warcraft. Alors, tout le monde le sait, qui connaît un petit peu le jeu vidéo, Warcraft vient d'abord d'un jeu Warhammer qui a ensuite été adapté avec énormément de liberté, une transformation de l'univers, pour un jeu qui deviendra ensuite Warcraft. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a une différence fondamentale entre Warhammer et Warcraft qui m'amène à cette réflexion que tout est politisé, mais tout ne devrait pas être politique.
il ne se plaint pas, mais il trouve dommage malheureusement qu'il y ait une fission, mais il sait que c'était inévitable. Et quand on pose la question du pourquoi, ce que je lui dis, c'est que Warcraft s'est détaché de Warhammer, Warhammer 40 000, surtout 40 000, parce que de base, l'univers de Warcraft et l'univers de Warhammer se sont détachés parce que on a donné plus d'altérité et d'humanité du côté de Warcraft que du côté de Warhammer. Ce qui veut dire qu'on a des personnages complexes, denses, plutôt au travers de leur histoire, avec énormément de parallèles avec le monde réel, ce qui fait que on pourrait dire c'est politique, mais ça n'en est pas vraiment. On dirait que telle espèce est inspirée de telle ethnie. C'est des choses qui commencent à se voir et qui prennent de nouvelles formes d'ailleurs. Et de l'autre côté, tu as Warhammer qui est dans une fantasy futuriste avec une dimension dystopique où les factions ne sont pas des gentils, ce sont juste des enculés à différents degrés. Le moment où tu commences à avoir de la nuance dans 40K, c'est quand tu lis les romans. Le jeu est à la base un wargame, et ensuite, je parle surtout des éditions que je connais, parce que je sais que la première édition, elle est assez inégale, ce qu'on appelle Rogue Trader, elle est assez inégale, où en fait, t'as je crois que tu avais un Space Marine mi-humain, mi-Eldar. Les Space Marines, c'est juste des mecs avec des armures surpuissantes, c'était pas des mutants. Et il y avait même une femme Space Marine au début. Donc, là, jusque-là, donc on est déjà dans des dimensions différentes. Mais en tout cas, dans Warhammer, les espèces sont irréconciliables. Il leur arrive de faire des alliances, mais ils ont des divergences fondamentales. Et la nuance, tu la trouves surtout dans les romans où, quand justement l'univers qui vient après, enfin qui n'est pas un univers à part, mais qui donne l'impression que 40K est divisé en deux univers. Le premier, ben, c'est les trucs classiques qu'on voit concernant 40K, et l'autre côté, c'est Rogue Trader, où tu as des personnes qui sont majoritairement des personnes soit indépendantes, soit parias, soit qui ne rentrent pas dans une faction, qui peuvent très bien faire des aventures ensemble, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a deux univers différents en un seul. C'est l'impression que ça me donne. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, je laisse ça à votre libre interprétation. Je n'ai pas de réponse dans l'instant. Dans l'univers de Warcraft, on est plutôt dans une approche où on avait deux factions, l'Alliance, la Horde, il y a eu plusieurs guerres, il y a eu plusieurs fondations, et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la fondation de l'Alliance de la Horde, de nouvelles personnes ont rejoint, puis ensuite la guerre s'est arrêtée parce que il y avait un ou deux ennemis communs, puis ensuite ils ont refait une guerre, qui était née, on va dire, qui aurait pu amener quelque chose de bien, mais que je trouve qui est pas vraiment terrible. Des gens diront que c'est les pires moments de World of Warcraft. J'ai pas tous les trucs en mémoire, mais j'ai pas mal de trucs et j'aurais tendance à penser que le problème n'est pas tellement la direction que ça a pris, c'est que ça n'avait pas de choix de prendre cette direction-là. Et je trouve que le moment où Warcraft a commencé à se densifier au niveau de l'histoire, c'est à partir du 3, tout en sachant que dans Warcraft, dans l'univers de Warcraft à partir du 3, tu sens vraiment ils avaient envie de raconter des histoires d'espèces où on sentait que les espèces qu'on nous présentait dans la fantasy comme des créatures foncièrement maléfiques, bien que sentients, ce qu'on appelait communément des monstres, ont fini par prendre le pli qu'on voyait en parallèle dans le monde du JDR, c'est-à-dire la fin des années 90, c'est le moment où les gens se disent mais si j'ai envie de jouer un orc, ou si les elfes noirs, est-ce qu'il y a possibilité d'y jouer? Et il y avait les meneurs de jeu qui disaient oui, mais les elfes noirs, tu connais leur culture, machin. Et des gens disaient oui, mais c'est pas parce que ils sont amoraux ou immoraux pour bon nombre d'entre eux que ça veut dire qu'ils sont tous comme ça. Et cette espèce de rapport à l'altérité, à l'anthropomorphisme et à la sentience fait que, effectivement, il peut y avoir des individus différents. On peut avoir des gnomes qui sont maléfiques, tout comme des nains qui sont positifs ou négatifs, ou peut-être un nain gris qui a une autre vision du monde. Il y a moyen en fait, de raconter des choses entre les lignes ou de briser des codes. Et que quand tu es un personnage principal, quand tu es un personnage au cœur du récit dans le cas du jeu de rôle, mais ça raconte quelque chose, et ça raconte quelque chose d'exclusif. Ça ramène le personnage à un écho de ce que le joueur veut interpréter dans le monde, et devra soit lutter contre les préjugés,
ou soit essayer de changer le monde, et pour le meilleur et pour le pire, il ira dans certains sens ou dans d'autres. Et quand tu fais un univers du genre comme Warcraft, où tu sais que les espèces sont sentientes, et il commence à y avoir des choses en demi-tête, et en plus tu permets d'interpréter différentes espèces, à un moment, tu te dis, s'il y a plusieurs espèces et quelles sont leur histoire, est-ce qu'elles vont se figer dans leur histoire pour, en fait, camper sur leur position et ne jamais changer de position? Si tu veux faire des personnages humains, tu dois les mettre complexes. Si tu dois les mettre complexes, tu dois amener la géopolitique à ce niveau. Si tu amènes la géopolitique à ce niveau, il faut ramener un être humain à l'échelle individuelle à ce qu'il est au regard du monde. Et au regard du monde face aux différentes menaces qui se sont présentées, aux différentes divergences d'opinion, au changement de leader, qu'est-ce que ça donne? C'est pour ça que Warcraft, c'est un univers très intéressant. 40K l'est d'une autre façon. On est dans presque comment dire ça? On est presque dans quelque chose pour Warhammer, on est plus de Warhammer 40 000, on est plus dans quelque chose où on est dans le domaine du superlatif. On raconte de super histoires, chaque faction a l'air plus forte que d'autres, sauf évidemment la team, comment il s'appelle, de Fulgrim là. Donc eux, ils se font marcher dessus tout le temps. Mais n'empêche que Warhammer trouve son intérêt ailleurs, puisque c'est avant tout un wargame, et on peut avoir certains moments où ils peuvent collaborer ensemble. Je crois que récemment, il y a eu des cas où des Blood Angel ont fait équipe avec des Necrons qui ont déjà combattu des Sanguinus par le passé, ce qui montre une chose, c'est que Warhammer, malgré les apparences, puisque qu'on critique Warhammer des fois, les gens disent ouais, je vais pas regarder Warhammer, t'as qu'à regarder les fans. Il y a des fois un espèce de cynisme qui se dessine de la part des gens en disant quand tu entends les répliques de 40K, ouais, mais en fait les gens n'ont pas compris que c'est de la dystopie. Je comprendrais de personnes qui essaient de s'intéresser à l'univers de Warhammer et qui se disent c'est pas pour moi, plutôt que des gens qui restent en surface en se disant ah oui mais c'est jamais que des catholiques nazis en fait les Space Marines. Ça va un peu plus loin que cette réflexion aussi basique, hein, voilà. Et donc il faut pas aller dans le superficiel. Pourtant tu peux raconter l'univers de 40K à quelqu'un et ça ne lui plaît pas. J'avais créé une tablée où j'étais le seul qui arrivait à apprécier 40K. Je racontais 40K, les univers de 40K aux autres. Pour plein de raisons, ils n'aimaient pas. Et j'ai l'impression même d'avoir enfoncé le clou, puisque au travers, on faisait les playtests de mon JDR, qui justement allait à l'opposé de 40K sur bien des points, et qui montrait en fait quelque chose de plus, pas de plus nuancé, mais qui racontait les choses autrement. Voilà. Donc, tout est politique, tout n'a pas à être politique, et quand il parlait de politique, il parlait pas évidemment de politique dans la fiction, mais plutôt en dehors. À ce moment-là, j'ai laissé tomber. En tout cas, la première chose que je retiens, c'est tout est politique, tout n'a pas besoin de parler de politique. Et qu'à aucun moment, quand tu regardes une utopie, une dystopie ou quoi que ce soit, ça reflète l'intention de l'auteur. Il n'y a pas de ah oui, mais tu sais, l'auteur donne toujours un peu de soi dans l'œuvre. Un être humain est incapable de regarder l'intégralité de son propre ego. Alors comment quelqu'un en face pourrait assumer, connaître quelle partie de l'ego ou de la psyché ou des pensées de quelqu'un puisse se refléter dans le récit? Il peut y avoir des éléments de corrélation qui viennent à amener ça. Mais en tout cas, c'est pas systématique. Et dans le cas de Warhammer, on a vu la dernière fois, je crois que j'ai raconté cette histoire au moins 2 fois, où il y avait un sénateur qui était de droite en Californie, je crois, et il disait, ah ouais, il adorait l'empereur Dieu, 40K, tout ça, il avait voulu grappiller un petit peu ceux qui prennent vraiment 40K au premier degré, c'est des mecs qui veulent pas jouer avec toi, parce que tu joues tôt, et tôt c'est communiste. Les États-Unis, mesdames et messieurs. Et eux, ils sont venus, ils ont mis un taquet, Games Workshop a dit, 40K, c'est un monde dystopique
où il n'y a que la guerre, 40K, c'est pour tout le monde. Et tout a été dit. Ensuite, le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est simple. Ce n'est pas parce que tu as un regard sur la réalité de ce qui était bien ou que tu idéalises, surtout dans le passé, que ça veut dire que tu as une vision lucide de ce qu'était le passé et qu'est-ce qu'il y a de bien ou pas, et encore plus parce qu'il n'y a pas une réalité, mais des réalités. Je parle de ça surtout dans la posture où la personne a écrit un livre sur comment faire du JDR, comment masteriser, en amenant de sa façon de penser en dehors du JDR et autour de certains sujets de société dans l'équation. Et je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que tu dois être capable de regarder en face les réalités du passé du jeu de rôle, si tu veux parler de ce qui devrait être bien pour l'avenir du jeu de rôle, surtout en essayant de dire ce qui est bien selon toi et qui devrait être dans toutes les tables, c'est de ça que je parle. Et à ce moment-là, je reviens encore sur une chose que j'avais dite. Avant, le meneur de jeu était la plus grande autorité qui soit, mais c'était normal parce que c'était un peu le gosse riche dans une cité, pour prendre une image grossière, qui a un ballon de foot officiel qu'il a acheté dans votre magasin de sport préféré. S'il est dans l'équipe ou qu'il y a les gens les plus balèzes, il ne va pas se plaindre. S'il est dans une équipe nulle, à force de perdre, il peut prendre le ballon et se tirer. C'est une réalité dans le monde du JDR. C'était en partie comme ça. Et un meneur de jeu, pour avoir déjà vu ça, quand un meneur de jeu voit un autre joueur acheter le livre de JDR en question, il peut avoir peur que oui, mais et si il laisse tomber la tablée, il crée la sienne, machin. Le W système de luxe, je l'ai présenté à des joueurs, il y a des joueurs qui l'ont acheté, à aucun moment je me suis senti menacé. Au contraire, ils ont pu m'apporter, puisqu'ils l'ont acheté conjointement, un seul livre. Ils ont pu me présenter leur point de vue sur le livre et ils m'ont demandé aussi des trucs sur comment je vois la disposition de tel ou tel truc ou de telle ou telle modification. J'ai autant appris d'eux qu'ils ont appris de moi. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais le point le plus important, puisque apparemment la personne avait un point de vue politique qui tournait plus vers le côté, on va dire, républicain que démocrate, ou parler dans les termes outre-Atlantique, il commençait à parler de choses qu'on pourrait qualifier de wokistes. Alors le wokisme, c'est un truc qui est difficile à définir, que je dis pas qu'il n'existe pas, mais à un moment il faut arrêter. Le jeu de rôle a souffert énormément d'une mauvaise couverture médiatique à cause des années Reagan aux États-Unis et du coup en outre-Atlantique. Puis les affaires Mireille, le reportage de Mireille Dumas aux alentours des années 80-90. On est sorti de ça. On n'a pas eu à montrer patte blanche parce que le jeu de rôle, c'est une fiction qui certes demande d'interpréter un rôle, qui donne un aspect un peu huis clos et que tu regardes ça par-dessus l'épaule, tu ne risques de pas tout comprendre. Un Français de l'époque qui regarde les choses par-dessus l'épaule ne fait que juger. Les Français adorent juger. Ils sont détestés en dehors des pays à cause de cette façon de penser-là où leur manière de s'exprimer laisse entendre qu'ils jugent tout le temps. Tout le monde juge. Mais tout le monde n'a pas en fait un constant besoin d'étendre son jugement ou d'essayer de l'appliquer aux autres. En tout cas, ça c'était dans le passé. Ça commence à mettre un peu de l'eau dans le vin, mais je n'irai pas plus loin puisque là, j'irai dans le territoire de la politique pure et dure et je n'en ai pas envie. Quoi qu'il en soit, on n'a pas dû montrer patte blanche, on a juste montré que c'était un hobby comme les autres. Maintenant, une fois par année, il y a des reportages qui parlent de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle en général. Et ça montre le hobby normalement. Tout comme ça montrait le jeu vidéo normalement. Tout comme ça montrait les bandes dessinées normalement.
Mais avant, faut pas oublier qu'on a perdu les comics en France à cause de connards d'intégristes religieux et de personnes qui disaient que ça pervertissait la jeunesse. Tout en sachant aussi que la civilisation occidentale a une énorme prédation sur les jeunes générations en disant ce qu'ils devraient ou ne pas faire. Alors qu'en fait, on finit par découvrir des cadavres dans les placards tous les jours. Vous voyez, là, j'ai porté un jugement, me basant sur des faits. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est à garder selon moi, en écartant l'expression wokiste, puisque je trouve que ça, les gens ne précisent pas bien assez qu'est-ce qui est wokiste. T'as l'impression que n'importe quelle sexualité alternative, c'est considéré comme wokiste. L'inclusivité, je ne considère pas que c'est wokiste. L'idée de l'inclusivité, c'est le fait que tu acceptes tout le monde. Les gens ne vont pas se cacher maintenant de qui ils sont, sous prétexte que oui, mais tu ne les acceptes pas. Par défaut, les éditeurs et les auteurs font leur truc. Ils peuvent essayer de mettre certaines personnes qui n'étaient déjà pas à l'aise de confortable. On parle souvent de Gary Gygax. Ah oui, on le met sur un piédestal. Moi, je l'ai jamais mis sur un piédestal. Et le temps a fini par me donner raison là-dessus, parce que ça n'a jamais été que le mec qui faisait les blagues plus fort que le mec qui a vraiment fait la blague. Son implication en matière de mécaniquement parlant en termes de jeu, c'est pas lui qui était au cœur de ça. Et regardez son point de vue sur la place des femmes dans le jeu de rôle. Vous allez revoir vos positions. Évidemment, j'invite pas à bâcher la mémoire d'une personne qui est déjà morte. C'est juste qu'elle avait tort et un point c'est tout. L'inclusivité, c'est le fait d'accepter tout le monde. Que des gens décident de prendre un peu plus d'égard pour accepter des personnes qui ne l'étaient pas avant, je trouve ça normal. Voilà. Mais à un moment, évidemment, il va arriver un point d'équilibre. Mais le point d'équilibre ne va pas arriver parce que plus j'ai l'impression qu'on fait un effort pour qu'on on accepte un peu tout le monde, plus j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui rétropédalent. C'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, l'inclusivité, c'est une bonne chose, mais il y a un truc sur lequel je n'ai pas insisté ces derniers mois et ces dernières années, c'est que de toutes les façons, on fait un tri à l'entrée. Je ne vous parle pas selon les discriminations de quoi que ce soit, c'est juste que il y a des jeux que tu ne voudras pas jouer. Il y a des jeux que tu voudras une certaine manière pour le jouer. C'est pour ça que les sessions zéro existent. Tu peux détester une façon de faire et pas d'autre. Il y a des personnes, ils rentrent dans une tablée, ils voient que ça ne leur plaît pas, ils disent c'est pas ma façon que j'aime de jouer à Donjons et Dragons. Je prends Donjons et Dragons comme exemple parce que c'est cet exemple-là que j'avais eu. Et la personne recherche une table. Après, évidemment, il y a toujours des saumons qui vont à contre-courant, qui hochent la tête. Ah oui, oui, on va tester un nouveau jeu. Et ils veulent essayer de transformer peu à peu le jeu en le jeu qu'ils aiment. Ils disent qu'ils veulent tout le temps tester des jeux, et c'est le jeu qu'ils aiment qu'ils veulent transformer. Expérience personnelle. Mais moi, c'est même pas le pire. Moi, c'est un témoignage que j'avais vu sur Reddit, où un mec, on lui dit, bon, ta table de 40K, elle a bidé, tu vas pas faire, on va passer à Donjon Dragon. Oui, mais vas-y, on va passer, oui, mais ne t'inquiète pas, ça plaît. Je peux faire un Space Marine, je peux faire un Bolter. Ah, les bolters, ça n'existe pas. Mais si je faisais une arbalète pour faire en sorte que je puisse tirer avec des armes à poudre, le gars a cassé les couilles de tout le monde, il s'est fait kicker. À la base, c'était son groupe de potes avec qui il jouait 40K. Mais les gens ne voulaient pas jouer à 40K en JDR. Je les comprends. 40K en JDR, je comprends, les anciens systèmes étaient pas terribles, je connais pas le nouveau système D6, donc j'ai pas d'opinion là-dessus, mais je sais que jouer l'univers de 40K en sachant l'hermétisme des factions et des relations entre les personnages, c'est chiant. Et des gens n'aiment pas ça. Autant il y a des gens qui préféreront jouer le Wargame 40K plutôt que de jouer au JDR 40K. Mais le mec est venu infecter une personne qui était à sa table, qui a voulu faire une table de Donjons et Dragons. Il a été invité parce qu'il n'avait pas de problème avec lui, c'est juste qu'ils n'avaient plus envie de jouer à 40K, et il amène encore du 40K. Encore une fois, on amène toujours un peu de soi à une table, mais au bout d'un moment, tu vas pas foutre tes épices, entre guillemets,
dans la marmite en sachant que tu as vu que les gens étaient déjà gavés de ça. Voilà. N'est-ce pas la team Paprika? Bref. Donc, la deuxième leçon, c'est ce n'est pas parce que il y a ta vision de la réalité, du passé et de ce que devrait être le JDR que tu dois pas oublier les faits des réalités qui existaient avant. Avant de venir parler de comment tu viens masteriser aussi. Et puis, il y a le dernier point, que j'ai retenu, c'est il faut apprendre à écouter les autres, tout comme les autres doivent apprendre à vous écouter. Ça a l'air basique comme ça, mais en gros, ce que j'ai surtout compris en voyant ce livre, c'est que j'ai surtout vu son ego. Alors tu me diras qu'un livre où une personne parle de lui, c'est un peu compliqué, et c'est difficile aussi de savoir en fait toute l'étendue de l'ego. J'en ai parlé précédemment. Mais il y a des moments où ça se voit. Vous avez déjà lu des livres de sociologie ou des livres sur la philosophie où tu sens qu'il amène différentes facettes et à côté vous lisez un livre, mais c'est un livre sur quelqu'un qui te parle de qualité de vie, de développement personnel et tu sens que le gars il essaie de matraquer son expérience à lui, son regard de ce qu'il a entendu, mais il n'y a pas d'échange, c'est que ce qu'il a entendu et pas ce qu'il a c'est pas c'est ce qu'il a entendu et comment il réagit et pas comment il a comment il a échangé avec la personne. Ce livre c'est beaucoup de ça. Et le JDR c'est pareil. La session 0 c'est pour ça qu'elle devrait elle vaut le coup d'être faite. C'est parce que la session 0 permet de présenter le jeu de rôle, le système, la façon de faire, etc. etc. Et si vous êtes d'accord, ok, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Sauf que j'ai l'impression que les gens commencent, puisque ça m'est déjà arrivé à 3 reprises en ligne, j'ai l'impression que normalement c'est censé faire un tri à l'entrée, entre guillemets, mais que les gens veuillent y passer les choses parce qu'ils veulent une partie à tout, ils veulent une table à tout prix, mais ils ne veulent pas faire d'efforts pour rester dans ce qui est attendu de la table. Et c'est un truc que je ressens très très bien parce que j'ai aussi eu des sensations dans le passé qu'il y a des personnes qui étaient là autour de ma table, de ma tablée, pour avoir un siège, pour toujours avoir une espèce de porte d'entrée, alors qu'ils ne se pointaient pas tellement. Donc, bon, on peut faire de la psychanalyse longtemps du dimanche là-dessus, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que les gens préfèrent faire la sourde oreille plutôt qu'écouter. Et si ça finit en dialogue de sourds, c'est vrai que l'expérience au niveau du rôle n'est pas terrible. Donc en conclusion, voici ce que j'ai tiré de ce livre. C'est des choses qui sont assez convenues, que je savais déjà, mais qui ont pu s'illustrer. Donc, premier lieu, c'est tout est politique, tout n'a pas besoin de parler de politique. Le second, c'est pas parce que tu as une vision sur la réalité et le passé et ton regard sur le JDR et que tu veux parler de ce qui est idéal dans le JDR que tu dois ignorer les réalités du passé. Et le second, enfin le troisième, on peut très bien apprendre à écouter les autres tout comme ils doivent nous écouter pour se calibrer pour une bonne histoire. Mais ça, ce sont les conclusions que j'ai tirées après avoir lu des pages et énormément de bullshit. Alors, est-ce que, puisque apparemment c'était noté en 5 étoiles, combien d'étoiles je mettrais ça? J'aime pas les notes. Hein. Mais si je dois donner une note, le livre, il est plutôt bien structuré, mais c'est l'agencement des chapitres et des informations. On sent que, en fait, j'ai l'impression, hein, je suis pas convaincu de ça, mais j'ai l'impression que le livre, il a été écrit dans un sens, puis ensuite il l'a réassemblé sans trop faire de lien de transition, et j'ai l'impression que ça se sent énormément. Je ne suis pas là pour vous recommander le livre, puisque très clairement, je ne vous le recommande pas. Et ensuite, évidemment, la partie la plus essentielle, les conseils de meneur qu'il donne. Est-ce qu'ils valent le coup? Ben, le problème, c'est qu'on se rapporte un petit peu à cette ancienne vidéo que j'avais faite sur un article, sur Place to Go, Go to Be, machin chose,
où c'était les 11 conseils pour être un meilleur joueur. Tu peux être sarcastique autant que tu veux, tu peux être égocentrique autant que tu veux, tu peux être cynique autant que tu veux, il suffit que tu dises une connerie. Et en fait, les gens ne t'écouteront pas en fait. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi à l'armée, c'est si le gradé a une façon abrupte de dire les choses parce qu'il faut que tu les retiennes, c'est une bonne chose. Mais si il te dit un gros bullshit et une grosse merde, tu penseras que c'est un sale con. Quoi qu'il en soit. C'est de ça que je parle. Donc, le pire, c'est est-ce qu'il y a des conseils transcendants ou des conseils qu'on a déjà vus? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont donnés à peu près à la même chose. Aussi sous-couchés avec les conseils un peu vieillards du genre oui, mais le meneur, il a toujours raison. Non, le meneur n'a pas toujours raison, c'est un être humain. La question c'est, il a fait une erreur. Est-ce que l'erreur est rattrapable? Est-ce qu'il est rattrapable vite? Est-ce que tu peux accepter des suggestions pour tenter de corriger? Comment tu vas corriger la chose? Et comment le faire le plus rapidement possible? Par exemple. Donc voilà, il était temps de rentabiliser ce livre. Et deuxième essai, et ça fait une demi-heure de vidéo à peu près, comme quoi c'était un sujet qui était assez vaste. Donc je vais vous laisser là-dessus. Amusez-vous bien, écorchez-vous les genoux, essayez, échouez, vous êtes débutant en jeu de rôle. N'écoutez pas les livres qui apprennent à faire du jeu de rôle. J'ai toujours dit que j'étais contre, c'est juste qu'il était à bas prix et je l'ai essayé. Écorchez-vous les genoux, écoutez les conseils qui ont l'air pertinents. Regardez un petit peu comment c'est. Ne vous dites pas, oui, mais les trucs qui fonctionnent. Les gens qui font de l'actual play, c'est du divertissement avant tout. C'est pas du jeu, c'est du jeu de rôle. Je vais pas te dire que c'est pas du vrai jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle qui a été calibré pour une audience. N'essaie pas d'être la tablée de Matt Mercer. N'essaie pas d'être le Matt Mercer. N'essaie pas d'être n'importe quel meneur de jeu. Voilà. Hein. Allez, on va équilibrer. On va dire, n'essaie pas d'être Maillard, Julien Dutel, Fibre Tigre. Voilà. On a équilibré, on a mis un petit peu de franco-français là-dedans. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est écorchez-vous les genoux, essayez, prenez des conseils qui sont pris en compte, soyez à l'écoute par rapport à vos joueurs et surtout, et on ne le dit pas assez, faites valider aussi vos intérêts en tant que meneur de jeu puisque vous êtes aussi un joueur à la table, ce qui veut dire que vous avez des envies. Peut-être que ce que vous avez envie de raconter peut ne pas aller avec les joueurs, c'est pour ça que la session 0 existe. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine rubrique, très probablement du Mutant and Mastermind. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.